BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Je reçois celui qui est nommé président du tribunal de commerce de Paris depuis tout juste 2 mois. Bonsoir Patrick Seyer. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Je crois que c'est la première fois du reste que vous exprimez en tant que président du tribunal de commerce de Paris. Il faut dire qu'il y a pas mal d'actualités, notamment sur des défaillances. Il y a quelques gros dossiers, quelques grosses restructurations, genre Casino, Orpea, que vous gérez, que vous managez d'une manière ou d'une autre. Vous nous direz comment. Et puis vous nous dévoilez un peu les chiffres sur le premier trimestre 2024. On a vu les chiffres du cabinet Altares, c'était la semaine dernière, qui montraient que les défaillances d'entreprises étaient au plus haut, mais ça c'est sur l'ensemble de la France. Évidemment, vous êtes à Paris, c'est là où il y a le plus d'entreprises. Vous faites concurrence avec Nanterre, non? Où est-ce qu'il y a le plus d'entreprises? Le siège d'entreprise, bien sûr. Le premier tribunal, par le nombre de ses juges et le nombre de ses décisions, c'est le tribunal de commerce de Paris. Oui. On a à peu près 5% des juges français qui, je le rappelle, sont tous des juges bénévoles. C'est important de le souligner. Ils rendent un service. Et au total, public. Vous gérez combien d'entreprises ? Alors, il faut savoir que le tribunal de commerce de Paris rend, avec ses 180 juges, à peu près 60 000 décisions par an. On ne s'en rend pas compte. C'est absolument considérable. Il y a les deux tiers de l'activité qui sont une activité contentieuse. Ce sont les litiges entre commerçants qui impliquent un commerçant. Et un tiers, ce sont ce qu'on appelle le traitement des difficultés des entreprises, c'est-à-dire à la fois la partie amiable, puis le cas échéant, la partie procédure collective, celle dont on parle le plus, parce que c'est la plus visible, les procédures amiables étant confidentielles. Alors, lorsqu'on regarde les chiffres d'Altares, donc au plus haut depuis 9 ans, il y avait nombre de défaillances d'entreprises, c'était 17 088 procédures qui étaient ouvertes, mais au total, c'était plus de 60 000 défaillances d'entreprises. Si on regarde avec le focus, les chiffres que vous venez tout juste d'avoir, merci en tous les cas de nous les donner, qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce que vous observez? Alors, il faut savoir que les chiffres que nous avons, qu'ils soient sur le plan national ou qu'ils soient sur le plan parisien, ils sont notamment le reflet de ceux qui ouvrent ou ferment le robinet des procédures collectives. Et celui qui en particulier ouvre ou ferme le robinet des procédures collectives, c'est évidemment l'État. L'État a été particulièrement accommodant pendant toutes les années Covid, puisque l'URSSAF et où les impôts ne venaient plus en assignation, en redressement judiciaire ou en assignation en liquidation judiciaire. Aujourd'hui, ils sont revenus effectivement, et ça a expliqué, et ça continue d'expliquer, si je veux dire, ce phénomène de rattrapage continue assez largement l'explication du pourquoi ça a fortement augmenté et pourquoi on retrouve aujourd'hui des niveaux qui sont des niveaux pré-Covid. On va rentrer dans le détail bien sûr, mais quelle est la principale cause de défaillance d'entreprise? Est-ce que c'est l'URSSAF? Est-ce que ce sont les impôts? Ou ce sont tout simplement le business qui n'est pas au rendez-vous? Alors on combine évidemment tout. Ouais. On a une conjoncture qui est quand même compliquée. Il faut pas très tendue. Il faut pas se leurrer. On a vu, vous parliez de certaines entreprises. On a vu le secteur de la distribution souffrir, et l'étude à laquelle vous faites référence, l'étude Altares, elle reflétait particulièrement le fait qu'au sein de la distribution, il y a certains secteurs comme celui de l'habillement qui sont des secteurs qui continuent de souffrir. Et on a, et ça c'est dommage parce que je pense que ça a été peut-être une occasion manquée, on a globalement le secteur de la construction, le secteur de l'immobilier qui souffre. On a vu pour la première fois des défaillances de notaires. C'était quelque chose, enfin, on imaginait dans l'inconscient collectif, un notaire, ça peut pas se mettre en situation difficile. Ben si, lorsque l'office notarial grossit et que tout d'un coup les transactions baissent, aussi bien sur le plan des logements que sur le plan des bureaux, on arrive à des situations qui sont celles-ci. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose à faire pour l'emploi au sein du secteur immobilier, parce que derrière ces difficultés, ce sont des pans entiers de l'économie qui sont concernés. Vous me direz, c'est ce qui arrive à l'État, on parle aux finances publiques françaises, qui c'est un dérapage de 20 milliards, ce qui est absolument colossal, c'est qu'en fait, ils ont complètement sous-estimé l'impact
de la baisse des transactions immobilières et de ce que ça rapporte à l'État. Donc, comme quoi, les entreprises, c'est aussi, ou les notaires, un peu la même chose. Alors, lorsqu'on regarde les premiers signaux, il y a un point qui est assez frappant, c'est qu'on regarde le nombre de contentieux, dans vos chiffres, il évolue pas trop. En revanche, le nombre de procédures préventives, elles flambent sur un an. Comment vous expliquez ça? Alors ça, en réalité, on s'en félicite. Ah bon, d'accord. Mais oui, on s'en félicite parce que pendant trop longtemps, les entreprises, je vous disais, hein, le tribunal, c'est 180 juges totalement bénévoles qui sortent des écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce et un bon tiers aussi qui a des études très supérieures en droit. Bon, ces gens-là, parfaitement formés en droit, avec l'appui de l'ENM, sont là à disposition des entreprises. Et notamment, ils offrent aux entreprises ce que nous appelons l'amiable. Nous sommes non seulement contentieux, mais aussi dans le traitement des difficultés des entreprises, très attachés à favoriser l'amiable. C'est quelque chose qui a été souhaité par le garde des Sceaux et que nous avions déjà dans notre logiciel. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les entreprises vont plus naturellement se tourner vers un juge du tribunal. Le tribunal, c'est pas on voit ce mot tribunal qui fait peur dans l'imaginaire collectif. On se dit, je vais être jugé, je vais être sanctionné, je vais être condamné. Ben, c'est pas simplement ça, le tribunal. Le tribunal, ce sont des hommes et des femmes qui sont là pour recevoir des entreprises dans des procédures amiables et éventuellement leur faire prendre conscience des difficultés qu'ils ne réalisent pas encore complètement. Mais si les procédures préventives, elles flambent sur un an, ça c'est clair, on vient de le voir, les procédures de sauvegarde aussi. Donc, alors, qu'est-ce qui décide en fait vous avez plusieurs tiroirs. Vous avez plusieurs tiroirs. On a un premier tiroir, c'est ce qu'on appelle la prévention-détection. Là, on utilise toute une série de signaux faibles qui nous sont donnés notamment par les greffes, et le système infogreffe qui fonctionne remarquablement et qu'on vient de le souligner. Ces signaux faibles nous disent telle ou telle entreprise présente une difficulté, soit qu'elle n'a pas déposé ses comptes depuis 3 ans, soit que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Je ne rentre pas dans des détails trop techniques. Mais nous avons des signaux faibles. À partir de ces signaux faibles, nous invitons, c'est une invitation, c'est pas une convocation, nous invitons les dirigeants à venir nous parler. Nous les aidons. Et là, qu'est-ce que vous observez là, pendant ce premier trimestre donc ? Il n'y a pas d'aggravation sur cette partie-là. Il n'y a pas d'aggravation sur cette partie-là. Il y a une autre partie que nous appelons la prévention-traitement. La prévention-traitement, la boîte à outils française est assez remarquable, il faut bien le dire. La prévention-traitement, ce sont 2 systèmes, l'un qu'on appelle le mandat ad hoc et l'autre la conciliation, qui permet à une entreprise, de façon confidentielle, à commencer à traiter de ses difficultés avec ses créanciers ou certains de ses créanciers de façon effectivement, encore une fois, complètement confidentielle, sous l'égide d'un conciliateur ou d'un mandataire. Pendant longtemps, on a cru que cette procédure était très coûteuse. En réalité, aujourd'hui, le coût de cette procédure, le coût des mandataires, le coût des conciliateurs, les juges, encore une fois, ils sont gratuits. Le coût des mandataires, le coût des conciliateurs a baissé. C'est pas gratuit, oui. Non, il a baissé de façon très significative, de sorte que beaucoup plus d'entreprises plus modestes s'ouvre aujourd'hui vers ce qu'on appelle les procédures amiables. Oui. Alors, j'en termine, excusez-moi. Et ce faisant, certaines procédures amiables, elles sortent par un accord qui est trouvé de la procédure amiable. Dans certains cas, il y a besoin de passer un certain laps de temps ou un court laps de temps dans une procédure dite collective pour embrasser l'ensemble des créanciers. Avant de parler de la liquidation, parce que là aussi on voit une explosion des liquidations. Là, sur tout ce qui est préventif, discussion à l'amiable, quels sont, les secteurs les plus touchés et les tailles d'entreprise? Parce que, encore une fois, il y a vraiment des gros dossiers sur la table. Est-ce que vous en avez encore d'autres que nous, on ne connaît pas? Il y a pas de. C'est toujours très difficile à partir de quelques dossiers d'essayer de faire des généralités. On est effectivement. On peut être inquiet, mais sans être trop inquiet. C'est-à-dire qu'on est dans le rythme qu'on a observé au dernier semestre et plus particulièrement au dernier trimestre 2023. Il n'y a pas, par rapport au dernier trimestre 2023, une accélération. En revanche, comme il y avait un effet de base qui était plus faible au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2024, on voit là, si j'ose dire, quand on regarde sur 12 mois glissants ou qu'on regarde de trimestre à trimestre, on voit là une augmentation. Mais qu'il s'agisse de termes de secteur, qu'il s'agisse de taille d'entreprise... Il n'y a pas plus sur l'immobilier, la construction, les hôteliers... Il y a toujours l'immobilier et la construction au sens large. Il y a toujours la distribution
et le textile n'est pas complètement sorti d'affaires. Mais on le voit bien avec des choses importées qui arrivent par Internet à des prix défiant toute concurrence. Et on a toujours, encore, ce secteur de la santé qui est un secteur où des services liés à la santé, y compris les pharmacies, qui n'est pas un secteur qui est complètement tiré d'affaires non plus. Pour vous, s'il fallait, je posais tout à l'heure à Patrice Sayer la question de quels étaient un peu à l'origine, si c'était l'État, si c'était l'URSSAF. Est-ce que c'est aussi, on a beaucoup dit, même sur ce plateau, que les PGE, les fameux plans qui ont été mis en place oui, au moment de la Covid, ça provoquait beaucoup de défaillances d'entreprises. Est-ce que vous l'observez ou pas, ou en tous les cas de mise en difficulté d'entreprises? Alors vous touchez là un très bon point que j'avais fait observer à certains et que l'on retrouve très souvent. En réalité, si on prend une règle simple, je peux prendre une règle simple pour que vraiment tout le monde comprenne. Lorsque vous avez une dette en moyenne qui représente une année de chiffre d'affaires, un plan de redressement arrive à étaler cette dette sur une période de 10 ans. C'est-à-dire que chaque année, vous rembourserez à peu près 10% de votre chiffre d'affaires. Oui. Mais quand vous avez cette dette qui fait une année de chiffre d'affaires et que vous avez en plus un PGE qui représente aussi, disons, une année de chiffre d'affaires, ça vous fait 2 années de chiffre d'affaires. Et sur 10 ans, vous êtes à peu près incapable de supporter chaque année en termes de remboursement à peu près 20% de votre chiffre d'affaires. Vous n'en avez pas les marges, vous n'en avez pas la capacité. Donc il y a une vraie raison quand même. Donc il y a une vraie logique. Moi j'avais plaidé depuis longtemps auprès de diverses personnes du monde politique pour convertir ces PGE en fonds propres. Bon, ça n'a pas été fait. Ça aurait pu être fait avec l'aide des fonds d'investissement, ça n'a pas été fait. Donc ça reste une vraie préoccupation des chefs d'entreprise. Donc c'est aujourd'hui un élément de passif qu'il convient qui contribue à la fragilisation des entreprises. Et puisqu'on est sur l'interrogation de savoir si on va baisser les taux, si les banques centrales vont baisser les taux ou pas, est-ce que cette hausse quand même très dure des taux d'intérêt, est-ce que ça a eu un impact direct sur la santé des entreprises que vous observez encore une fois au tribunal de commerce de Paris? Encore une fois, je ne suis que juge, et je ne suis qu'un observateur. Non, mais d'où vous êtes peut-être averti, mais je suis un observateur. Il va de soi que tout ce que je vous dis sur le secteur de l'immobilier est très largement en fonction à la fois des difficultés qui ont pu être observées sur un certain nombre de marchés, notamment le marché du bureau, qui vit en fonction du poumon économique de la société, mais sur le secteur du logement, il y a un certain nombre d'acquéreurs qui n'ont plus trouvé de crédit compte tenu de la hausse des taux et de ce que ça représentait par rapport à leurs charges mensuelles et leurs revenus mensuels. Alors le dernier point, la dernière étape, si j'ose dire, c'est tout ce qui touche au redressement, aux liquidations judiciaires. La hausse là est très spectaculaire. Quand on regarde toujours sur le tribunal de commerce de Paris, c'est 4109 liquidations au total des deux, contre 3082. Et pour les liquidations, c'est 3400 sur un an. Donc c'est quand même beaucoup plus que l'année d'avant. Comment vous expliquez ça ? C'est toujours ce que je vous disais, c'est-à-dire ce phénomène de rattrapage et du fait que les URSSAF et le Trésor public vient plus souvent. Mais dans ces statistiques, moi je vois une bonne nouvelle. Alors vous me direz que je suis peut-être un optimiste. Parce que pour ceux qui regardent la télévision, lorsqu'on voit votre graphique, c'est quand même assez impressionnant. Je suis peut-être un optimiste convaincu, mais pourquoi ? Parce que je vois que les redressements montent plus que les liquidations. Ça veut dire d'une certaine manière, pour qu'un redressement fonctionne, ça veut dire qu'au moment où on ouvre la procédure, on considère que la société peut faire face avec son résultat courant à ses charges courantes. Donc, je dirais, il y a de la vie. Et quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Avec les liquidations, on sait qu'on n'y arrivera pas, et d'où cette sortie si dure et si triste. Est-ce que les banquiers sont, encore une fois, ils sont très durs en termes de liquidation ou de redressement judiciaire? Est-ce qu'il y a un changement? Ni plus ni moins. Non. Ni plus ni moins. Vous n'observez pas un changement d'attitude? Je ne crois pas qu'il soit de bon ton de diaboliser les uns ou les autres. Ils font leur travail. Non, mais parce que vous avez eu à gérer quelques gros dossiers. Oui, mais... Casino, par exemple, Orpea. Quel est votre rôle dans ces cas-là? Alors vous, en tant que président du tribunal de commerce, surtout Casino, on parlait de tiroir tout à l'heure, là, je veux dire... Alors, ce qui me rassure, c'est qu'en tant que président, j'en ai aucun. D'accord. Ah bon. J'en ai aucun. Non, mais il y a une règle qu'il faut
que les téléspectateurs ou les auditeurs connaissent, c'est le principe de l'indépendance des juges. On en parle, mais c'est pas un principe fantaisiste. C'est-à-dire que chaque formation de jugement qui est nommée, c'est-à-dire 3 voire 5 juges, ils gèrent leur dossier dans le secret de leur délibéré. Et ils décident dans le secret de leur délibéré. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des occasions d'échanger. Mais je n'ai ni de près ni de loin des conseils ou des instructions à leur donner. Donc chacun gère. Donc la procédure Casino, j'en ai vu le résultat, je l'ai connu, ça nous inspire des réflexions qui sont en ce moment... Mais j'imagine que c'est un dossier aussi politique, et en plus avec des conséquences sociales énormes, vous ne pouvez pas rester complètement en dehors du dossier, non? Vous devez avoir plein de coups de téléphone. Non. Non? Heureusement pas. J'en ai eu un seul, d'une personne sans importance, qui, à mon avis, ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais heureusement, nous avons en réalité, nous, juges, très peu de pression, et je pense que c'est comme, oui, mais alors, moi j'ai envie de dire, vous êtes des juges bénévoles, souvent c'est des chefs comme vous, des chefs d'entreprise. Soit bénévole ou pas bénévole. Mais est-ce que vous êtes compétent, pardon, de vous poser une question aussi cash, hein. Non mais, est-ce que vous avez les moyens d'être compétent, de passer d'Orpea à Casino, à une PME qui fait du pressing, ou alors un office notarial, vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi un juge? C'est quelqu'un qui a d'abord une compétence métier, mais donc qui est un commerçant et qui connaît la comptabilité, qui connaît les problèmes des commerçants. Ensuite, c'est quelqu'un qui est formé. On est soumis à une formation qui est dispensée par l'ENM. Et on est non. Vous faites une moue. Je ne vous permets pas, cher Edwige Chevrillon, de faire cette moue dubitative. On a une formation initiale, on a une formation continue. Je suis moi en train de pousser sur des formations de perfectionnement. Le niveau de qualité du tribunal est excellent. Nous avons, tenez-vous bien, je vous parlais de qualité, nous avons seulement 2% d'infirmation de nos décisions. Ça veut dire que notre justice est prévisible à 98% des cas, et ça, il faut le retenir. Toute dernière question, Patrick Seyer. Il y a beaucoup d'entreprises, enfin certaines, qui à la limite préfèrent payer des pénalités plutôt que de publier, alors que c'est obligatoire, leurs chiffres, leur statut au tribunal de commerce de Paris, au greffe. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer là-dessus ? Il y a beaucoup de choses qui seraient à changer dans la loi. Non, mais là-dessus, sur ce point-là. Ça me paraît aller de soi. Mais à contrario, si je peux terminer là-dessus, il faut qu'on fasse très très attention. Nous sommes en ce moment en train de donner, par la transparence de nos décisions, ce qu'on appelle l'open data des décisions de justice, nous sommes en train de donner, et avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça nous ferait peut-être un autre sujet de débat, mais nous sommes en train de donner des données très sensibles sur nos entreprises à des personnes moins bien intentionnées d'autres pays. Économique, c'est en donc cas, voilà, attention à la transparence, mais c'est vrai que les comptes, il faudra les publier. Sur lequel les autorités travaillent beaucoup. Merci beaucoup Patrick Seyer d'être venu ici. Quand même finalement vous êtes plutôt, je dirais pas optimiste, mais en tous les cas pas trop inquiet. C'est déjà la bonne nouvelle. Merci beaucoup en tous les cas pour ce qui concerne le premier trimestre 2024. Merci d'avoir été avec nous. Le président du tribunal de commerce de Paris.